Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour passer une très belle soirée, une soirée faite d'informations axée sur le développement. C'est le grand rendez-vous, le deuxième numéro pour le compte de cette semaine-ci, un numéro qui sera fait de 3 plateaux suivis bien sûr du journal, le journal qui viendra à 19h45 exactement et ça démarre tout de suite par la météo. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous. Et là, sur ce grand rendez-vous, une question pour démarrer. Connaissez-vous votre état sérologique? C'est une question embarrassante, certes, mais très importante car le dépistage est le début de la protection contre le VIH-Sida. Les arguments tout à l'heure sur nature et bien-être. L'Arbatic s'invite sur ce grand rendez-vous avec ses opportunités de formation ainsi que ses facilités d'insertion sur le marché de l'emploi. Autant Savoir reçoit pour vous un artisan expérimenté du batik pour vous informer. Le grand rendez-vous ouvre ce soir un grand portail des métiers du millénaire. Il s'agit de la fibre optique, un outil qui vous sera présenté finement dans la transparence, comme cet outil d'ailleurs, comme la fibre optique. L'expert viendra sur ce grand rendez-vous pour nous l'expliquer. Alors, le grand rendez-vous, c'est également le journal, vous le savez. Tout à l'heure à 19h45, on va retrouver Amandine Aniambossou, mais qui est déjà en place pour nous présenter les titres. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. Quel est le menu de ce 19h45? Eh bien, dans le 19h45, ce soir, nous parlerons de la formation des professionnels de la photographie sur la protection des données à caractère personnel. C'était à l'occasion de la journée consacrée à cette thématique. Nous allons parler également des photographes débaqueurs qui transgressent souvent le droit à l'image. Et puis un nouvel envol pour le taekwondo. La Fédération nationale de cette discipline sportive dispose désormais d'un siège à Cotonou. Voilà, Assioum Gaba, le menu du 19h45 de ce soir. Ah oui, j'attends vraiment 19h45 pour faire un peu de taekwondo. Pour le moment, on va rouvrir les plateaux. Merci beaucoup à vous, Amandine Aniambossou. Mais avant les plateaux, la question de la semaine pour vous, chers téléspectateurs, on va se la rappeler rapidement. Que pensez-vous de la publication des photos des enfants sur les réseaux sociaux? Que pensez-vous de la publication des photos des enfants sur les réseaux sociaux? Réponse à donner en commentaire sur la page Facebook de Bénin Business 24 et les commentaires qui seront répercutés à l'antenne vendredi sur la rubrique L'actu web. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On ouvre à présent les rubriques et on commence tout de suite par Nature et bien-être.
Nature et bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la protection contre le VIH-Sida qui passe par, oui, le dépistage qui est carrément incontournable aujourd'hui. On en parle juste derrière ce reportage. Regardez. Depuis le début de l'épidémie du sida en 1981, l'ONU-SIDA a enregistré plus de 76 millions de personnes infectées par le virus et 35 millions de personnes décédées des suites de maladies liées au sida. Au Bénin, précisément en milieu universitaire, les chiffres sont en nette régression. En 2013, on était à 8,55% pour ceux qui ont fait le dépistage. Mais en 2015, c'était à 3,8%. Donc on a compris que bon, ça va, il y a une amélioration au niveau de l'adoption de comportements sains parmi ces étudiants-là qui sont sensibilisés. Cette régression du VIH et du sida dans le monde estudiantin est le fruit de plusieurs actions ciblées. En décembre, quand on veut organiser, il y a une activité qu'on appelle Campus sans sida. On donne des trophées aux universités, aux meilleures universités sur le plan des activités qu'ils ont eu à effectuer. Chaque année, on essaie de faire les tests de dépistage pour voir si ce qu'on fait, si ça va ou pas. Le dépistage précoce, la meilleure arme de lutte contre le sida. Mais la majorité de ces étudiants n'ont jamais fait le test. Jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore fait le test. Pas encore. Moi, j'ai fait ça une fois, c'était en 2015. Moi, je l'ai fait une fois quand l'occasion s'est présentée, c'était gratuit, ils étaient en campagne. Dans la cabine, ils se retrouvent à 3, à 4 parfois, on ne sait pas qui est qui. Moi, j'ai décidé de rester tel que je suis jusqu'à mon mariage pour un bon avenir. Parce que je suis sûr de moi-même que je n'ai pas le sida. Et je ne peux pas en avoir parce que je me respecte quand même. À voir les comportements, les habillements, tout ça, et vraiment c'est un peu difficile. Maintenant on fait tout pour résister quand même. Par exemple moi qui suis ici, je fais tout pour être fidèle. Autant qu'ils sont, ils ignorent leur statut sérologique et demandent plus d'action au niveau rectoral. Ce que je proposerais, c'est qu'il y ait plus de communication dessus. Qu'on parle plus de sida aux jeunes, surtout qu'on démystifie ça, que dans un premier temps, les gens malades, qu'on ne les traite plus comme des monstres et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, qu'on communique dessus, qu'on puisse leur apprendre qu'ils peuvent vivre normalement comme tout le monde. Déjà, ceux qui ne sont pas malades, il faut assez communiquer pour les sensibiliser afin qu'ils puissent se préserver. Ils peuvent mettre des actions en place, passer dans les salles ou bien organiser des journées de communication. Les facultés, c'est un autre monde, c'est un monde vaste. C'est pas facile de créer des clubs là, mais je pense que d'ici 2018, on va créer ces clubs là dans ces facultés, histoire de lancer ces sensibilisations pour l'adoption de comportements sains. Nous avons une radio universitaire. Ils mettent les affiches quand il y a des événements. Ils peuvent aussi mettre ce genre d'affiches. On peut naître séropositif, on peut devenir séropositif, mais on doit éviter de contracter le virus. Ah oui, hein, c'était un tour sur le campus d'Abomey-Calavi pour questionner les idées, les opinions des étudiants sur le dépistage et sur la protection contre le VIH-Sida. On revient en plateau pour retrouver Claude Yamongbe, qui est membre du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, le REBAP. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, heureuse d'Anodé. Bonsoir, Siumgaba. Ben, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et merci également pour le tour que vous nous avez fait faire. Sur le campus d'Abomey-Calavi. Ah oui, c'était bien, c'était très vivant. Et puis les étudiants aussi ont parlé. Oui. Ils se sont vraiment exprimés. Ils ont donné leur avis. Est-ce qu'ils ont déjà fait le test? Pour certains, pas du tout. Je suis sérieux, je me connais, je suis fidèle. Pour d'autres, non, je préfère ne pas le savoir. Donc on va aborder tout cela tout à l'heure. Mais vous, votre test de dépistage, le dernier, remonte à quelle date? Juste il y a quelques jours.
Il y a quelques Il y a jours. quelques jours. Là. De l'autre côté, j'entends des cris. Hein. Ah oui, il y a quelques jours. Mais c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, en tout cas. Sincèrement. C'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Alors, monsieur Claudia Mongwe, bonjour. Merci madame. d'être des Oui. nôtres ce soir. Selon vous, quelle est l'importance du dépistage dans la maîtrise de l'épidémie du sida? Merci. Et je crois que ça fait la deuxième fois que je viens sur ce plateau Oui, pour parler du VIH. oui. Je vous remercie. L'importance du dépistage. Le dépistage permet à tout individu de connaître son statut sérologique. C'est très important. Mais pour y arriver, il y en a qui pensent qu'il vaudrait mieux ne pas connaître son statut sérologique. Au cours de nos sensibilisations, nous avions eu à rencontrer des phénomènes que je vais vous expliquer tout de suite. C'était à l'approche d'un 1er décembre, journée mondiale du contre le VIH, un 1er décembre, où nous sommes allés dans un service où il y a environ 200 personnes. Mais quand nous leur avons proposé de faire le dépistage, on n'en a eu que 15 qui ont accepté. 15 sur 200. Oui, ils ont dit non, il vaut mieux, il ne faut pas réveiller le chien qui dort, qu'ils préfèrent ne pas vouloir. Bon, cela s'explique aussi par le fait qu'ils ont peur, une fois, puisqu'ils sont dans un service, dépisté séropositif, les regards, la discrimination, l'impact que cela aura au niveau de leur service. Donc, du coup, il y en a qui ne veulent pas entendre parler. Mais par contre, aujourd'hui, la mentalité a beaucoup évolué. Si vous suivez le reportage qui vient de passer tout à l'heure, vous allez constater qu'il manque d'informations. Et sur ce même plateau, j'avais dit la dernière fois que la sensibilisation a disparu des programmes en charge du VIH au Bénin. Alors que généralement on dit la répétition est pédagogique. Il faudra continuer toujours à répéter la même chose, à répéter pour que ce soit une habitude. Alors, il paraît qu'en matière de protection, pour mieux se protéger, que le dépistage est incontournable. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Si aujourd'hui vous vous dépistez, vous êtes déclaré séronégatif, vous savez en même temps quel comportement adopter pour ne pas être contaminé. Mais si vous restez dans l'ignorance, à n'importe quel moment, bravo les dégâts. C'est ça un peu. Et quand vous êtes dépisté positif, quelle est la suite aussi? Quand vous êtes l'information doit passer. Quand vous êtes dépisté séropositif, ce qui est sûr au Bénin, la prise en charge est là, elle est gratuite. On vous prend en charge en même temps. Vous n'avez pas à réfléchir à comment trouver les moyens financiers pour vous prendre en charge. C'est systématique. Quel que soit l'endroit où vous êtes fait dépister, on doit pouvoir vous indiquer là où les services de prise en charge. Et c'est très important. Ça, au moins au Bénin, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, cette prise en charge est gratuite. Alors, quelle réponse alors donnez-vous à ces jeunes qui pensent que, bon, comme ils sont fidèles à leur partenaire, comme ils ne sont pas des coureurs de jupons, ils n'ont aucune raison d'aller faire le test? On ne peut contraindre quelqu'un à aller faire quelque chose qu'il ne veut pas. C'est son option. Mais le mieux, c'est de le faire comprendre que est-ce que c'est seulement au cours des rapports sexuels qu'il faut avoir qu'on peut contracter le virus? Voilà ce qu'ils doivent se dire. Beaucoup ne maîtrisent pas encore les modes de transmission du mal. Et là où je reviens, je dis, l'information, la sensibilisation doit continuer. Si la personne pouvait savoir que, ne serait-ce en secourant quelqu'un qui a eu un accident dans la rue, il avait un petit bobo, il touche le sang de cette personne, qui est une personne séropositive, il attrape le VIH. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Très rapidement. J'étais sur un site de prise en charge. On a mené une jeune fille de 17 ans, vierge. Mais quand on lui a annoncé qu'elle est séropositive, elle a failli mourir. Vierge.
Vous voyez tout le travail. Oui. Séropositif. Donc, systématiquement, c'est qu'elle n'a pas contracté le virus par voie le sexe. sexuelle. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Mais alors, on sait aussi que la loi sur le VIH-Sida au Bénin promulguée en 2016, en son article 3, en 2006, merci pour la rectification, en son article 3, notifie que le test de dépistage doit être fait avec le consentement de l'individu. Est-ce qu'il faut peut-être revoir les tests pour peut-être obliger tout le monde à faire son test pour connaître son statut sérologique? Je dirais oui, et je dirais non. Oui, pourquoi? Oui, parce que si aujourd'hui, toute femme gestante qui va dans une maternité, on lui parle déjà du VIH-Sida, le plus souvent, tout accepte de se faire dépister. Quand la médiatrice qui est là, c'est comme ça on les appelle, lors de la CPN, leur explique le bien fondé, généralement, elles acceptent. La rigidité qu'il y a dans la loi de 2006 dont vous parlez, on devrait essayer d'y amener quelques amendements afin que cela soit systématique. Il faut revoir cette partie de la loi. Oui. Alors, le dépistage étant le premier objectif parmi les 3,90% de personnes à se faire dépister, à avoir leurs ARV et par rapport à leur prise en charge aussi, le dépistage est le premier objectif à atteindre d'ici 2030. Nous ne sommes plus loin de 2030. Bien sûr. Quelle stratégie concrète mettre en place pour un dépistage, je dirais 100%? 100% ou tout au moins 90% de Béninois soient dépistés? Nous irons par étapes. Très rapidement. Très rapidement. La sensibilisation va reprendre de plus belle. D'accord. Et aller vers les communautés, aller dans les communautés. Mais c'est ce Cela qui veut se dire fait que souvent, non? Non, depuis un moment, non, il faut reconnaître ça. Ok. Il nous a semblé que, vu le fait que le Bénin a un taux de prévalence faible, les programmes ont baissé quelque peu. 1,2%. Voilà. Oui, Le financement des campagnes de sensibilisation. Le volet sensibilisation n'existe plus. N'existe pratiquement plus. Voilà, n'existe pas. Il faut reprendre ça et à grande échelle, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, là, on fasse des sensibilisations à grande échelle, aller vers les communautés, aller leur expliquer le bien fondé du dépistage. Même si tu es dépisté séropositif, il y a la prise en charge, toutes sortes de prises en charge. Hein. Il faut rassurer les gens. Il faut les rassurer. Les gens vont aller vers et on va les dépister. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Monsieur Yamongwe. Merci, Heureuse Danondé. Merci, Assioum. À très, très bientôt. On comprend tout simplement que le dépistage est incontournable quand il s'agit, bien sûr, de se protéger contre le VIH-Sida et pourquoi pas de se faire prendre également en charge parce que cela est très important. On peut donc vivre même quand on a le virus voilà, dans son sang, même quand on a contracté, bien sûr, ce virus-là. Merci à vous. À très, très bientôt. On continue avec vous, chers téléspectateurs, notre voyage ce soir sur le grand rendez-vous. On va retrouver, bien sûr, les artisans d'art batik. Ce sera sur la rubrique Autant savoir. L'art batik s'invite sur ce grand rendez-vous aujourd'hui sur Autant savoir. Ça parle bien sûr de cet art qui vous offre des opportunités d'emploi, de formation. Mais comment devient-on artisan du batik? On va répondre à cette question juste derrière ce reportage. D'origine indonésienne, le batik représente l'art de décorer un tissu par des dessins. Différentes techniques permettent de l'obtenir. Il y a les batiks qu'on fait avec les tampons. Les tampons, on dépose dans la cire et on dépose sur le tissu. Donc les motifs là sont de même forme. Ça ne varie pas.
Et il y a une autre technique qu'on appelle en anglais tie and dye. Tie and dye, ça veut dire attacher et teinter. On attache le tissu de la façon qu'on veut, on plonge dans la teinte. Donc la partie attachée ne prend pas la couleur. Et quand on le défait après, ça donne un modèle, un design. Et c'est très beau à voir. Il y a une autre technique aussi qui consiste à plier simplement les tissus dans les formes voulues et les plonger dans la teinte et obtenir toujours des motifs, des designs. Un art qui existe depuis plus de 2 siècles. Pour ces artisans, le batik peut être utilisé à plusieurs fins. Pas un batik, ça fait partie des objets consommables qu'on peut porter. On fait coudre un boubou ou une robe, tout ce qu'on veut, on fait coudre avec. Pendant que les tableaux batik, c'est pour les décorations dans les salons, c'est pour la décoration en un mot. Avec les tissus batik, nous fabriquons des chaussures, des pochettes, des sacs, juste pour donner la visibilité, la valeur aux chaussures, toujours pour valoriser notre culture. Très beau et convoité à la vente, la réalisation d'un tissu batik reste un art délicat. Comme tout travail, les difficultés ne manquent pas. Bon, parfois c'est lié au manque du produit qu'il faut pour faire la teinte, soit c'est dû au manque de la cire. Sinon, en fait, il n'y a pas de grande difficulté pour la réalisation de ce travail de batik. Le plus difficile à faire, c'est le fait de prendre le pinceau, le chantin, pour faire les dessins, pour faire les portraits, pour faire les motifs, les paysages. Sinon, les autres, c'est terre à terre, c'est très simple. Travail très minutieux auquel s'attellent les artisans de par le monde. Le batik est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Voilà, merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour la réalisation de ce reportage. Vous nous avez amené dans l'atelier de M. Yimadje qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir, M. Yimadje. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu tout à l'heure dans votre atelier. Vous nous avez rejoint en plateau pour nous expliquer, nous présenter les opportunités de formation et d'emploi qui s'offrent bien sûr à la jeune génération. Il paraît que les artisans du batik sont rares aujourd'hui au Bénin, vrai ou faux? Merci, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement et que ce que j'ai à dire, c'est très simple. Je voudrais leur demander d'abord de ne pas voir mon aspect actuel. Je suis venu ici avec un cœur d'enfant. Ah oui? Et qu'est-ce que je veux dire? Un cœur d'enfant, c'est pour dire ce que je pense. C'est pour dire ce que je vois d'utile en moi et que je peux partager avec les autres. Donc, depuis un certain temps que j'ai pris contact avec l'art des batiks, et j'ai toujours entendu que c'est la Chine, l'Indonésie et tout ça. Mais finalement, j'ai constaté que c'est un art qui est un peu ancestral dans presque tous les pays du monde. Je ne sais pas si la Chine a été créée avant l'Afrique ou tout ça, mais depuis mon enfance, j'ai constaté qu'il y a les bonnes femmes qui font les batiks avec la teinte qu'on appelle indigo, c'est des plantes. Okay. Donc cet art existait déjà ici aussi. Mais ce qui nous amène à dire les batiks, c'est avec les teintes à base des produits chimiques qui nous viennent de l'Allemagne ou des pays européens, qu'on dit batik. Et avec les batiks, c'est le fait de mettre beaucoup de motifs sur les toiles. Sinon, c'est un truc qui est né dans presque tous les pays africains. Dans presque tous les pays africains. Dans presque tous les pays africains, mais on ne utilise pas beaucoup de couleurs. Et c'est aussi un peu relié à l'art qu'on appelle le bogolan. Bogolan, là, c'est la technique d'utiliser les plantes, les racines, les écorces de bois pour faire teindre les tissus. C'est ça le bogolan. Donc il y a une différence entre bogolan et batik. Batik. Quelle est la différence? La différence, c'est le bogolan, ça c'est les écorces de bois. C'est les produits naturels pour donner la teinte. Mais le plus souvent, ça ne dure pas avec le contact du soleil, de la lumière.
pendant que les batiks, ce que nous faisons là, que vous avez eu à voir tout à l'heure, c'est les produits chimiques qui permettent à la couleur de durer. C'est bien fixé. C'est bien fixé. Oui. Alors, je le demandais tout à l'heure, parce qu'on a remarqué, beaucoup le disent en réalité, que les batiks, les artisans du batik sont rares aujourd'hui au Bénin. Est-ce que c'est parce que la jeune génération ne s'intéresse pas à la chose, ou c'est parce que sur le marché, ce n'est plus très valorisé? C'est une réalité parce que beaucoup de personnes voient les batiks, ils aiment, mais ils ne savent pas comment acquérir, apprendre et le faire. Et si vous faites le tour dans le marché d'Antokpa, que ce soit au centre de promotion de l'artisanat Cotonou, dans les marchés de Cotonou, vous allez constater que les batiks qui inondent le marché, c'est des batiks qui viennent des pays avoisinants, des pays voisins. Mais il y a quelques Béninois qui ont cette technique, mais qui ont souvent gardé ça pour eux-mêmes, pour le faire seuls. Mais aujourd'hui, moi, je vois la nécessité de partager ce savoir-faire avec les autres pour qu'on puisse produire beaucoup et faire face au marché extérieur. Et ceci m'amène à dire ceci, on a la chance que le Bénin est admis sur le marché Agua. Le marché Agua, le textile béninois est à plus de presque 100% admis sur le marché américain. Ah oui? Je suis un témoin. En 2008 de ça, mes produits sont admis sur les marchés américains. Et vous vendez sur ces marchés? Laissez-moi vous expliquer, on avait fait des échantillons qu'on a envoyés sur le marché new-yorkais. Et après la première exposition, il y a eu des commandes. Mais quand on nous a demandé de faire les commandes, il y a eu des lacunes parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre tout autour pour faire le travail et il n'y a pas la qualité parce qu'on veut vite faire et seul, toujours n'ayant pas d'autres à côté pour nous aider, ça a fait que ça n'a pas pu porter. Mais le marché Agua existe toujours. Et moi, je cherche les moyens par lesquels rencontrer le ministre du Commerce, le ministre du Plan pour leur dire notre apport qu'on pourra apporter à ce marché Agua. Ok. Donc, avec le batik, le Bénin peut donc se faire voyager, se faire représenter. Faire face à ce marché. Faire face à ce marché-là, en réalité, faire face au marché Agua. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui en matière de formation? Comment est-ce qu'on devient, en fait, un artisan du batik? Je vais vous dire quelque chose d'abord, que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Le marché Agua, quand on dit, quand déjà on entend, il faut savoir que c'est un truc qui crée d'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut former les gens. Et plus ils sont nombreux dans le domaine, plus on pourra satisfaire ce marché. Parce que quand on dit le marché américain, ce n'est pas les cantines, ce n'est pas les valises, c'est le conteneur. C'est le conteneur. Donc il faut beaucoup d'artisans dans le domaine. D'où la nécessité pour nous de former les gens qui veulent. Et partant des formations qu'on va leur donner, si eux-mêmes ils sont un peu imaginatifs, ils peuvent créer, déboucher sur d'autres modèles à faire. À faire, oui, je ne refuse pas. On constate tout simplement que le Bénin a besoin de main-d'œuvre. Il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Alors, quelles sont les opportunités? Comment devient-on artisan du batik aujourd'hui au Bénin? On devient artisan du batik quand on a la volonté d'aller vers ce métier. Et seconde chose, il faut chercher un maître formateur. Oui. Donc, quand vous avez un maître formateur qui a la volonté de vous former, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut être vraiment abruti pour ne pas l'assimiler. Et il faut combien de temps environ pour devenir un bon si on assimile facilement? Oui, si on assimile facilement, une semaine, c'est déjà suffisant. Pour maîtriser l'art du batik? Je vous assure. Et j'espère que bientôt, je vais commencer les expériences avec ceux qui viendront vers moi. Et s'ils ne viennent pas directement avec moi et s'ils passent par l'association ADAM, l'association pour le développement des arts et métiers, on verra aussi comment le faire. Donc ça va se faire gratuitement, cette formation-là, ce que vous proposez Pour pouvoir permettre aux gens de venir, que ce soit à mon niveau personnel ou au niveau de l'association, ce serait vraiment gratuit. Parce que déjà, il y a des difficultés financières. Les gens, si on demande à ce que les gens viennent payer, on n'aura personne. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Une fois les personnes formées, s'ils voient leur cœur gratifier la personne qui les a formés, bon, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Ou alors constituer une main-d'œuvre pour nous sur une petite période et puis toujours ça passe bien. Ça passe bien. Ouais. Alors, donc, certainement que les gens voudront avoir, pourquoi pas, vos contacts. Juste un seul numéro de téléphone pour leur permettre de vous contacter. Oui, c'est le numéro 97 oui. 64 oui. 33 oui.
90. 90. C'est un numéro qui a le WhatsApp, qui est un peu presque sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Oui. 97 64 33 90 pour donc saisir cette opportunité de formation gratuite en art batik. Mais je vous en prie, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Oui. Toute personne qui passera par cette formation, avant qu'on ne l'accepte, doit aller voir le chef de son quartier et venir avec un certificat, une attestation de résidence. Okay. Parce que nous, on veut vraiment mettre du sérieux dans ce que nous allons faire. Et au moment opportun, on essaiera de rendre un compte à notre autorité de tutelle. Et nous avons beaucoup d'autorités de tutelle. Il y a le préfet de notre département qui nous a autorisé, qui a autorisé l'association. Et en tant qu'artisan, il y a le ministère de l'Artisanat qui est aussi notre autorité. Et agissant dans l'intérieur du pays, il y a aussi le ministre de l'Intérieur qui nous concerne. Qui vous concerne également. On essaiera de leur rendre compte fidèlement. En tout cas, c'est une grosse opportunité pour la jeunesse béninoise. Ceux qui veulent, en tout cas, s'y essayer et participer, pourquoi pas, à la présence du Bénin sur ce marché, le marché de l'Agua, à travers, bien sûr, la batik. Ils peuvent donc se rapprocher de vous pour saisir donc cette opportunité-là, histoire de devenir, pourquoi pas, artisan du batik. On peut s'offrir également ses propres marchés, puisque au Bénin, les gens aiment également s'habiller en batik. Il ne faut pas l'oublier. S'habiller en batik, c'est vraiment beau. Et on peut même personnaliser ce qu'on veut porter. Et c'est aussi un moyen de communication. À travers les batiks, vous pourrez passer des messages, pas écrits, mais à travers les images et beaucoup de choses. C'est aussi un moyen de communication. Ça, je vous assure. Voilà. D'ailleurs, il en est de même pour tout ce qui est art. Ça c'est vrai aussi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yemandier, François Yemandier. Je rappelle que vous êtes artiste spécialiste en art batik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour cette opportunité que vous offrez à la jeunesse béninoise. On va rappeler le numéro, c'est le 97 64 33 90. À très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. On reste avec vous, chers téléspectateurs, pour la suite du grand rendez-vous. Nous allons vous présenter, sinon, si vous voulez, vous ouvrir un autre portail de métiers. Et eux, ils sont qualifiés de métiers du millénaire. C'est lié, bien sûr, à la fibre optique qu'on va vous présenter dans un instant. C'est sur la rubrique Expert. Ah oui, vous comprenez tout simplement, monsieur Kidmou, qui quitte le plateau. Et bien sûr, on reçoit pour vous Abdel Akochaye, qui, lui, s'installe carrément sur le plateau, cette fois-ci, pour vous ouvrir le portail des métiers du millénaire. Ces métiers sont liés, bien sûr, à la fibre optique. C'est quoi la fibre optique en réalité? Il va essayer un peu de nous l'expliquer, de nous la décrire, pourquoi pas. Bonsoir, monsieur Akochaye. Bonsoir, monsieur Assioum. Je rappelle que vous êtes ingénieur en télécom. Vous êtes venu nous parler de la fibre optique. Pour ceux qui, je dirais, les téléspectateurs lambda, ceux qui ne sont pas techniciens, on va s'exprimer en termes terre à terre et expliquer, décrire la fibre optique à nos téléspectateurs. C'est quoi la fibre optique? Ok, la fibre optique, c'est un moyen de transmission. Pour être plus précis, pour que le citoyen lambda puisse comprendre, je vais prendre l'exemple et l'histoire de nos grands-parents pour passer une information d'un point à un autre. Des fois, ils utilisent des tam-tams, des fois, ils utilisent le feu. Et quand la fumée prend de l'autre côté, l'autre reçoit la fumée, il sait que c'est tel message. C'est exactement ça. Le rôle que jouait la fumée en ce moment, c'est le même rôle que joue la fibre optique aujourd'hui. Et ici, la fibre optique, c'est composé du verre de silice. En quelque sorte, la fibre est fabriquée avec le verre. Quand je dis le verre, c'est le verre que tout le monde connaît. Et c'est de la lumière qui passe dedans. Quand vous prenez le verre aujourd'hui, n'importe quel verre, vous mettez une lumière même de torche, une lumière rouge dedans, vous allez voir, la lumière va passer. Exactement, la fibre optique, c'est ça. C'est comme ça? C'est comme ça. Ça sert à quoi, la fibre optique? Comment elle se présente d'abord?
Ok, la fibre optique... Vous en avez amené sur le plateau? Oui, vous j'ai amené un échantillon de fibre optique. Oui. Ce que vous voyez ici, c'est la fibre optique. Mais la fibre optique elle-même, elle est dedans. Ce que vous voyez, c'est la gaine protectrice. Après la gaine, vous allez voir une mèche, toujours pour protéger la fibre. Voilà. Et puis si après... vous voulez, on va montrer la mèche correctement. On peut tenir de l'autre côté pour que les téléspectateurs puissent voir. Alors, vous dites, ça, c'est la mèche qui est dedans? Oui, non, ça, c'est la mèche. Ah, d'accord. Ça, c'est la gaine. Oui. Après la gaine, on a la mèche. Après, on a encore une gaine protectrice. Et c'est dedans que se trouve maintenant la fibre optique. Attendez, je n'ai pas compris. La fibre optique est dans ceci? Oui, la fibre optique est dedans. Dans ce tube blanc-là. C'est tellement protégé, je ne sais pas. Parce que ceci, c'est à l'intérieur du fil jaune, la protection jaune. Oui. Et dans la protection, on a la mèche oui, qui protège maintenant. Qui protège ceci. Oui. Et c'est à l'intérieur de ce qu'il y a encore la fibre optique. La fibre optique. Pratiquement, on ne verra pas la fibre elle-même, mais on ne pourra pas voir. Oui, c'est un peu difficile. Oui, oui, c'est un peu difficile. Donc, ça veut dire que c'est carrément... c'est très fin, c'est très fin, c'est très fin. C'est à peine le diamètre d'un cheveu. Si vous voulez voir exactement, c'est le diamètre d'un cheveu. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de faire passer de multitudes, des millions de communications. Je peux dire 20 millions de communications simultanées en une seconde. En une seconde? En une seconde. 20 millions? 20 millions de communications téléphoniques simultanées. Et on peut faire aussi passer 40 millions de pages dactylographiées en une seconde. Et à travers la fibre optique, vous pouvez télécharger 30 films de 2 heures en une seconde. Alors, vous dites que c'est un portail des métiers du millénaire. Ça veut dire qu'il y a une multitude de métiers liés bien sûr à la fibre optique. À la fibre optique. Quels sont ces métiers? Oui, vous savez, la fibre optique aujourd'hui s'impose comme la technologie, comme les smartphones. Il y a un temps nos pères qui refusent d'aller à la technologie, de suivre la technologie, mais aujourd'hui, ça s'impose à eux. C'est un jeune aujourd'hui ou bien quelqu'un qui veut s'ouvrir au monde ne peut ne pas utiliser un Android. La fibre optique aujourd'hui s'impose par elle-même dans tout le monde entier. Je vais prendre l'exemple du Japon. Le Japon a déjà commencé par déployer la fibre optique depuis 2006. Tout le réseau ancien des opérateurs GSM, des opérateurs téléphoniques, des FAI, tout le réseau doit être changé en fibre optique. Ils doivent déployer la fibre optique s'ils veulent se mettre dans la concurrence, s'ils veulent maintenir leurs clients. Donc c'est ça qui permet qu'on ait une très bonne connexion, qu'on puisse vraiment téléphoner et avoir très bonne écoute pour que la connexion, la communication puisse être fluide. Exactement, si je comprends. Exactement. Et quand vous allez en Europe aujourd'hui, même déjà en Afrique, quand vous allez au Gabon, quand vous allez même au Togo, tout près, la fibre optique est déjà déployée. On l'utilise également au Bénin, non? Oui, on l'utilise déjà au Bénin. Il y a le projet PDUDT, la première phase qui a permis de déployer la fibre optique. Et aujourd'hui, on ressent déjà l'impact de la fibre optique dans la communication et dans les téléchargements, les jeunes qui vont au cyber, tout ça, on ressent déjà l'impact de la fibre optique. Alors, quels sont les métiers qui sont liés à la fibre optique? Ok, la fibre optique, je vous ai dit que c'est du verre et on prend soin d'elle. La fibre optique, c'est comme une jeune fille vierge. Pour toucher à la fibre optique et pour travailler sur la fibre optique, il faut porter son gant comme les médecins portent les gants et il faut utiliser de l'alcool à 90 degrés pour nettoyer la fibre parce que la poussière, quand vous mettez votre main comme ça sur la fibre, et ça peut interrompre les communications, ça peut faire obstruction aux communications. Donc, il faut protéger la fibre. Pour déployer la fibre, il faut des phases. Et chaque phase constitue un métier. C'est ce qui est important. Chaque phase constitue un métier. Pour déployer la fibre optique, il faut raccorder, on parle de raccordement. C'est-à-dire, il faut poser la fibre. De la manière dont il faut poser la fibre pour que la fibre ne se casse pas. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, on a vu des branchements. Oui, oui. Voilà, ça par exemple? Oui, ça c'est de la fibre. Si vous allez dans les salles techniques, vous allez voir des fils jaunes comme ça ou orange.
et les fils jaunes, c'est de la fibre optique monomode, et les oranges, on parle de la fibre optique multimode. Multimode. OK. Donc, chaque phase, je disais que chaque phase constitue de l'emploi, un métier. Pour poser la fibre optique, il faut prendre soin et il faut faire le génie civil. Le génie civil de la fibre optique constitue aujourd'hui un métier. Et ceux qui étaient dans le métier du génie civil, les ingénieurs BTP ou génie civil, ils sont obligés de se recycler en ça. Pour apprendre le génie civil lié à la fibre optique. Ah, ok. Et à part cela, poser la fibre optique, raccorder, parce que quand on pose les câbles, il faut souder la fibre optique, ou bien quand ça se casse, on parle de soudure, du splicing de la fibre optique. Ça aussi, c'est un métier. Et ça s'apprend. Si vous allez sur le net, vous allez voir des tonnes d'emplois, des offres d'emploi en France et comme en Afrique, dans le domaine de la fibre optique. On cherche les splicers, les soudeurs de fibre optique, on cherche les raccordeurs, on cherche les poseurs de câbles. C'est tout un métier. Et c'est une opportunité, parce que en Afrique, nous venons d'entrer maintenant dans le déploiement de la fibre optique. Et tout le réseau dans chaque pays doit être changé en fibre optique. Comment peut-on devenir, on choisit peut-être une des étapes, un des métiers liés à la fibre optique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'initier à cela? Comment peut-on apprendre ça aujourd'hui? Ok. Quelles sont les opportunités de formation qui existent aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement sur la toile qu'on peut le faire, ou bien il y a des écoles ou des instituts ici au Bénin qui offrent ce genre de formation? Ok, il y a des écoles. On ne va pas les citer, hein? On ne va pas les citer, oui. Mais nous, à travers l'expérience qu'on a eue, on a travaillé sur différents projets de fibre optique et nous voulons faire de la restitution des acquis. La restitution des acquis, et on veut amener les jeunes, on veut leur donner le savoir qu'on a dans la fibre optique. Parce que d'ici là, la deuxième phase du projet du déploiement de la fibre optique va démarrer au Bénin. Oui, alors par exemple, pour un soudeur de la fibre optique, ceux qui vont faire, on dit le splice. Oui, le splicing. Le splicing, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'apprendre? En combien de temps on peut devenir un professionnel du splicing de la fibre optique, c'est-à-dire un soudeur? Oui, pour devenir un soudeur de la fibre optique, ce n'est pas du tout compliqué. D'abord, il faut avoir la volonté, il faut avoir quelques bribes d'un technicien, c'est-à-dire il faut aimer la physique, surtout la physique, et un peu de mathématiques, et puis ça peut aller. Mais ceux qui n'ont pas été aussi à un niveau élevé à l'école, ceux qui peut-être ont le BPC aussi, on peut les amener à être soudeurs de la fibre optique. Parce qu'on va les apprendre comment on va décaper la fibre optique. Il y a des outils spécialisés pour décaper, où il faut nettoyer avec de l'alcool, il faut porter son gant, il faut savoir poser la fibre sur la machine d'un bout, et de l'autre bout aussi, il faut poser et puis appuyer sur la machine, et la machine même fait la soudure elle-même. Et c'est payant aujourd'hui, ça doit être, puisque les gens sont rares aujourd'hui à travailler, à être des professionnels, à apprendre des métiers qui sont liés à la fibre optique aujourd'hui. Oui, les gens sont rares, ceux qui sont dans le domaine, ils sont très rares. C'est pour cela que le marché est encore ouvert, je vais dire, le marché de l'emploi dans ce domaine est encore vierge, je vais dire, parce qu'il y a le Burkina qui est en train de lancer son projet de déploiement de fibre optique, il y a le Togo qui a déjà fait la première phase comme le Bénin et ils veulent lancer la deuxième phase, il y a le Niger aussi qui a lancé, il y a le Gabon qui veut lancer aussi. Donc en 2-3 mois, on peut par exemple apprendre un métier lié à la fibre optique? En un mois, et saisir ces opportunités? En un mois, on peut. L'objectif que nous avons, c'est de former les gens déjà en un mois, qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Sur le terrain. En un mois. Ah oui. En un mois. Ok, on espère bien que les téléspectateurs nous demanderont peut-être vos contacts, on verra bien tout ça, parce que on comprend tout simplement que la fibre optique est véritablement un portail de métiers, des métiers liés bien sûr au millénaire. Vous avez bien trouvé les qualificatifs qu'il faut
pour pouvoir exposer ces opportunités à la jeunesse. Merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt, oui, Monsieur Akochaye. Oui. On reste avec vous, chers téléspectateurs, et cette fois-ci, plus particulièrement avec la rédaction de BB24. Il est l'heure, 19h45 exactement. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Amadine, à vous. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Le Bénin a célébré ce 28 janvier la journée mondiale de la protection des données à caractère personnel. Les professionnels de la photographie ont été sensibilisés à l'occasion. On les remarque très souvent dans les manifestations, les photographes débarquent toujours prêts à vous filmer sans votre consentement, au mépris des principes du droit à l'image. La Fédération nationale de taekwondo dispose désormais de siège à Cotonou. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end. Le 28 janvier de chaque année est célébrée la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Son but, sensibiliser sur l'importance de la protection des données à caractère personnel et du respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier de la vie privée. Pour commémorer cette journée au Bénin, l'Union de la branche audiovisuelle et communication du département du Littoral a été entretenue sur la thématique et dirigée par l'autorité de protection des données personnelles. Des échanges et partages d'expériences qui ont permis d'édifier les participants. Les normes qu'impose désormais la profession sont également passées en revue par l'autorité pour les mettre au même niveau d'information. Reportage, Michel Egbert et Nokoronpati. Ils sont toujours ou presque présents sur les lieux de nos manifestations. Ils nous permettent, de par leur savoir-faire, d'immortaliser certains de nos moments festifs. Eux, ce sont des photographes. Pour exercer convenablement leur métier, ils doivent observer les règles élémentaires qui régissent leur profession. Quand vous allez à une réception, à une fête publique, vous voyez des photographes prendre vos photos. Les photos, on les expose, tout le monde regarde. Mais ce qui est compliqué, c'est que ces photos, on les laisse, vous ne les achetez pas. Qu'est-ce que ces photos deviennent? Et nous leur expliquons comment ils doivent se comporter, que les photos sont des données précieuses. Les photos intègrent la vie privée. La vie privée, un concept qui ne leur est pas nouveau, mais peu y attachent du prix. Pourtant, des tests existent et encadrent bien l'exercice du métier. Tout professionnel qui porte atteinte à la vie privée d'un individu est passible de sanctions. La violation des droits à l'image, de droit à la vie privée, cette violation est susceptible de sanctions civiles, de sanctions pénales. Et nous ne devons rien banaliser aujourd'hui parce que les gens s'éveillent. Les données à caractère personnel ne sont plus des données qu'on peut manipuler à tout va. Et donc, au jour d'aujourd'hui, sans se tromper et avec toute la modestie requise, Béninoises et Béninoises, avec l'avènement du Code du numérique, voté à l'Assemblée nationale, promulgué par le chef de l'État, nos données à caractère personnel sont bien protégées sur le plan national et sur le plan international. On ne peut prendre en photo un individu sans son consentement. Mais qu'en est-il des enfants? Même si l'enfant consent à être filmé, et ce consentement n'est pas valable. Donc ces prises de vue des enfants doivent se faire en présence de leurs parents. L'image des enfants, et on doit faire très attention à ne pas les utiliser, surtout les images lorsqu'on les sort de leur contexte. L'Union de la branche audiovisuelle et communication du département du Littoral déplore certaines pratiques auxquelles s'adonnent quelques professionnels à la quête du gain facile. Il y a certains qui le font. Il y a beaucoup de photographes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le droit à l'image. Il y en a aussi qui le savent, mais qui végètent dedans parce qu'ils veulent seulement de quoi manger. Les participants sont bien conscients de cette situation. Aujourd'hui, nous connaissons nos droits
et nos devoirs sur le terrain. Si on n'a pas l'accord d'un client, nous ne devons pas lui faire les photos. Il faut qu'on mette ça en application, pour que ça donne quelque chose, parce que c'est pas bon pour nous. Ça nous... Je suis photographe, je suis à cause de ça, là, à cause de vendre des photos et comme ça, là, on n'arrive même plus à travailler. C'est à nous de voir comment on peut comporter sur les terrains, quoi. Donc, à travers notre séance ménagère, j'ai compris beaucoup de choses. Là, prochainement, pour aller sur les terrains, je saurai quoi faire. En initiant cette rencontre, l'association entend redorer le blason de cette profession. Elle y travaille pour atteindre cet objectif. Et parlant de la protection des données à caractère personnel, ils sont nombreux aujourd'hui, ces inconnus qu'on rencontre sur diverses manifestations et qui s'érigent en photographes ou opérateurs de prise de vue. Une situation qui pose de sérieux problèmes liés au droit à l'image. Arnaud Adadja. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment.
Autre élément dans ce journal, le taekwondo, ce art martial prend un nouvel envol au Bénin. La Fédération nationale de taekwondo se dote de son siège. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end par le président du comité national olympique sportif béninois. Mathieu Sokenou et Patrick Adjagoju ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Le taekwondo prend son nouveau départ. Un nouveau départ pour éclore les talents. La Fédération béninoise de taekwondo se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Ce cadre d'émulation des pratiquants du taekwondo est érigé. Ce dojang n'attend que les athlètes. Les athlètes vont se mettre en jambes. Les pratiquants vont se mettre en jambes. Les maîtres, les différents experts, ainsi que les entraîneurs et les encadreurs pourront sans nul doute pouvoir transmettre leurs connaissances avec assurance. Un sport olympique qui permet de travailler la force physique, l'endurance, les techniques d'autodéfense et surtout la souplesse, des qualités que des experts en taekwondo s'engagent à enseigner aux pratiquants. Je suis entièrement disponible, je suis fier de travailler. Je dis bien de travailler à cœur ouvert, sans hypocrisie aucune, avec eux. Révéler les taekwondoïstes béninois sur des podiums des championnats de la sous-région et à l'international. C'est le prochain défi de la Fédération béninoise de taekwondo. Hors du Bénin, le Ghana négocie un prêt de 300 millions de dollars, soit environ 1,965 milliard de francs CFA en faveur du Conseil ghanéen du cacao. L'opération vise à emprunter avec un rendement de 295 points de base au-dessus de celui du marché interbancaire britannique auprès d'un syndicat formé par le groupe français Société Générale et le groupe bancaire néerlandais Rabobank. Ce prêt bancaire devrait être remboursé sur 3 ans après une période de moratoire d'1 an grâce à un stock de 50 000 tonnes de cacao réalisé chaque saison à un prix unitaire projeté à $2,200. L'organisme a contracté en septembre dernier un prêt syndiqué pour l'achat de 900 000 tonnes de cacao en 2018-2019. Les pays d'Afrique subsaharienne ont perdu 23 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de francs CFA par jour en raison de fausses facturations entre 2006 et 2015. Ce montant brut cache cependant quelques précisions de poids. Déjà, les estimations ont été obtenues via le département des statistiques du FMI, aussi bien que ces sommes perdues par les gouvernements de cette région du monde soient plus faibles comparées à d'autres. La proportion globale des pertes de l'Afrique subsaharienne sur le volume total de son commerce extérieur est bien plus importante qu'ailleurs. Rien qu'en 2018, ils ont sollicité le marché international des capitaux pour 7,5 milliards de dollars malgré des conditions d'emprunt qui se sont durcies. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Amadine Agnambossou, pour la présentation du journal. Très bonne soirée à vous et rendez-vous demain à 19h45 pour une autre édition, certainement, n'est-ce pas? Demain, ce sera avec Nadège Sané. Ah oui, c'est Nadège qui sera là demain. Oui. Donc, vous, on va vous retrouver sur le plateau du grand rendez-vous le vendredi prochain pour Nature et Bien-être. Oui. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bon appétit surtout. Ça, il le faut. Merci continue. beaucoup. Voilà, merci à vous. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On rappelle la météo avant de partir.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Avant de partir, on rappelle la question de la semaine. Que pensez-vous de la publication des images des enfants sur les réseaux sociaux? Que pensez-vous de la publication des photos des enfants sur les réseaux sociaux? Réponse sur la page Facebook de Bénin Business 24. Réponse en commentaire sur, bien sûr, cette question de la semaine. Et réponse qui sera bien sûr répercutée sur le grand rendez-vous vendredi dans la rubrique ActuWeb. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Passez une très très bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de BB24. Ciao.